C'était le 16 octobre 1933. L'automne s'était installé sur le district de Waikato, dans l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, et les fermes qui s'étendaient sur les pâturages plats et humides des environs de la petite communauté de Ruawaro semblaient figées dans la grisaille de la saison. L'air portait l'odeur de la terre détrempée et du fumier frais. Les bruits familiers d'une exploitation laitière, le cliquetis des seaux de traite, les meuglements du bétail à l'aube, faisaient partie du paysage, aussi constant que le lever du soleil. Lorsque ces sons ne vinrent pas de la propriété de Samuel et Chrysel Leakey, un fermier voisin s'en inquiéta. Comme tout homme vivant dans une communauté aussi soudée, il traversa les champs pour aller voir ce qui se passait. Il passa devant la maison. Il appela. Puis il se dirigea vers l'étang aux canards situé non loin de l'habitation. Ce qu'il y découvrit allait ébranler Ruawaro, puis la ville voisine de Huntly, avant de captiver l'ensemble de la Nouvelle-Zélande. Chrysel Leakey gisait face contre l'eau dans son propre étang. Elle était morte. Son mari, Samuel, avait disparu. Les vaches n'avaient pas été traites. Ce simple détail domestique fut le premier fil qui, une fois tiré, allait révéler une affaire de meurtre prémédité d'une froideur exceptionnelle. Pour comprendre ce qui se produisit à Ruawaro en octobre 1933, il faut d'abord comprendre l'homme qui se trouvait au centre de cette histoire, ainsi que l'ombre qui le suivait depuis déjà 5 ans, avant qu'une seule goutte du sang de ses voisins ne soit versée. William Alfred Bailey naquit à Auckland le 15 juillet 1906. Il était le fils de Frank Bailey, agriculteur, et de son épouse Constance Ivy, née Walker. Durant son enfance, la famille vécut sur plusieurs exploitations du Waikato et des districts voisins situés au sud et à l'est d'Auckland. William était le deuxième aîné d'une fratrie de 5 enfants. Très tôt, il se distingua par son intelligence et son assurance. Ceux qui l'avaient connu dans sa jeunesse le décrivaient plus tard comme un jeune homme séduisant, audacieux et doté d'un charisme naturel. En juin 1925, il s'installa à Papamoa afin d'exploiter une ferme acquise par son père. Le reste de la famille le rejoignit l'année suivante. Au début de la vingtaine, William était considéré comme un jeune homme compétent, travailleur et prometteur. Le 29 août 1928, il épousa Phyllis Dorothy Palmer, sténographe, lors d'une cérémonie célébrée à Auckland. Le couple s'établit d'abord à Auckland, puis à Henderson. Tout semblait annoncer un avenir ordinaire et respectable. Puis, à l'automne 1928, une ombre apparut. Le 1er octobre, une jeune femme de 17 ans nommée Elsie Walker, cousine de William et hébergée depuis 1 an chez les Bailey à Papamoa, disparut soudainement. La voiture familiale disparut elle aussi. 5 jours plus tard, le corps d'Elsie Walker fut découvert dans la végétation d'une carrière abandonnée à Panmure, en périphérie d'Auckland. Elle se trouvait à près de 300 km de la ferme familiale et à plusieurs kilomètres de l'endroit où le véhicule fut retrouvé. Hors du premier examen, le corps ne présentait aucune trace visible de violence, mais une autopsie révéla une fracture du crâne. Elsie Walker n'avait jamais été connue pour conduire une automobile. L'invraisemblance de la situation n'échappa à personne. Les médecins légistes conclurent rapidement que la mort naturelle pouvait être exclue. Le coup porté à la tête avait très probablement contribué au décès. En décembre 1928, la thèse d'une commotion cérébrale consécutive à un traumatisme crânien fut retenue comme cause probable. Aucune preuve définitive ne permettait toutefois d'établir si ce coup avait été porté volontairement. L'enquête du coroner, tenue en janvier 1929, ne permit pas de déterminer avec certitude s'il s'agissait d'un accident ou d'un homicide. Pour la police, William Bailey demeurait la personne d'intérêt principale. Lors de l'enquête, lui et plusieurs membres de sa famille affirmèrent qu'ils se trouvaient à Auckland au moment de la disparition d'Elsie. Le coroner, F.K. Hunt, critiqua certains manquements des premières investigations et réclama une enquête publique. La commission qui suivit conclut cependant que le travail de la police avait été rapide, approfondi et exhaustif. Aucune accusation ne fut portée. La mort d'Elsie Walker resta sans réponse. Et elle le resterait. Entre-temps, William et Phyllis Bailey avaient quitté Auckland. En novembre 1928, ils s'installèrent comme éleveurs laitiers à Ruawaro, une petite communauté rurale du Waikato située non loin de Huntly. Parmi leurs voisins figurait Samuel Pender Leakey, 47 ans, et son épouse Chrysabel, que tout le monde appelait Chrysel.
Samuel avait autrefois travaillé comme charpentier pour Frank Bailey. C'était même ce dernier qui avait vendu leur ferme au Leakey. Les deux familles se connaissaient depuis longtemps, et leurs relations furent d'abord cordiales. Avec le temps, pourtant, elles se dégradèrent. L'origine du conflit fut une clôture séparant les propriétés. William souhaitait en retirer une section afin d'accéder à une route située du côté des Leakey. Samuel et Chrysel refusèrent. La dispute s'envenima. Au cours de cette altercation, Chrysel Leakey aurait regardé William Bailey droit dans les yeux avant de lui déclarer que sa conscience coupable le tourmentait et qu'elle craignait de connaître le même sort qu'Elsie Walker. Elle prononça ces mots clairement. Un voisin en fut témoin. Tous ceux qui étaient présents les entendirent. Le matin du 16 octobre 1933, les vaches des Leakey n'avaient toujours pas été traites. Un voisin remarqua ce silence inhabituel et se rendit sur leur propriété. Près de l'étang aux canards, il découvrit le corps de Chrysel Leakey. La police fut immédiatement appelée. L'examen du corps révéla que Chrysel avait reçu un violent coup au visage avant d'être maintenu sous l'eau jusqu'à la noyade. Quant à Samuel, il demeurait introuvable. Son absence, combinée à la mort de son épouse, souleva immédiatement les pires interrogations. Certains imaginèrent d'abord qu'il avait pu tuer sa femme avant de prendre la fuite. Mais les enquêteurs comprirent rapidement qu'un sort tout aussi tragique lui avait probablement été réservé. 2 jours plus tard, le 18 octobre, des traces de sang furent découvertes sur un chariot près de la clôture séparant les fermes Leakey et Bailey. D'autres taches furent relevées sur une luge appartenant à William Bailey. L'attention de la police se concentra désormais sur son exploitation. Le 19 octobre, les recherches s'intensifièrent. Des armes à feu disparues du domicile des Leakey furent retrouvées enterrées dans un marécage situé sur la propriété de Bailey. L'analyse d'une pelle saisie dans son étable révéla la présence de fragments d'os calcinés. Un grand tambour métallique ayant manifestement été exposé à une chaleur extrême fut également découvert. Plusieurs témoins déclarèrent avoir vu de la fumée s'élever de l'étable de Bailey. D'autres affirmèrent l'avoir aperçu près du marécage après la tombée de la nuit. Des fragments de montres très semblables à celles de Samuel Leakey furent retrouvés parmi les vêtements de Bailey. Des morceaux de dentier ainsi que des cheveux humains furent également récupérés. La police plaça William Bailey sous surveillance. Les éléments s'accumulaient. Ils demeuraient toutefois entièrement circonstanciels. Personne n'avait vu le crime. Le corps de Samuel Leakey n'avait jamais été retrouvé intact. Ce que les enquêteurs pouvaient démontrer, en revanche, c'était qu'un corps avait été détruit par le feu sur la propriété de Bailey, et que les restes retrouvés correspondaient à ceux de la victime. L'autopsie de Chrysel Leakey établit qu'elle avait été frappée avant d'être noyée délibérément. Il ne s'agissait ni d'un accident ni d'un suicide. Le cas de Samuel Leakey posa un défi bien plus complexe. Aucun corps complet ne fut jamais découvert. Seuls subsistaient des fragments d'os humains calcinés, retrouvés dans le jardin et dans les résidus de cendres associés au tambour métallique. L'analyse confirma également la présence de matière osseuse brûlée sur la pelle saisie chez Bailey. Des cheveux humains furent identifiés. Des restes de dentier furent retrouvés. Des éléments de montre correspondant à celles de Samuel Leakey furent récupérés. L'ensemble des indices conduisait à une même conclusion. Samuel Leakey avait probablement été abattu à l'aide de ses propres armes, lesquelles avaient ensuite été enterrées dans le marécage de Bailey. Son corps aurait été transporté jusqu'à la ferme voisine à l'aide d'une luge, puis incinéré dans un tambour métallique avec du benzène, afin d'en faire disparaître toute trace. Le meilleur costume de Samuel Leakey ainsi qu'une paire de bottes, appartenant à un ami de Bailey, furent également retrouvés brûlés. La poursuite décrirait plus tard cet ensemble de preuves scientifiques, pathologie, balistique, physique et photographie judiciaire, comme exceptionnellement convaincant. Après plusieurs semaines d'investigation minutieuse, ce faisceau d'indices constitua l'ossature du dossier présenté devant la justice. En décembre 1933, alors que la surveillance policière se poursuivait, William Bailey quitta soudainement la ferme de Ruawaro. Son épouse découvrit une note ressemblant à un message d'adieu. La police fut immédiatement alertée. Bailey fut cependant retrouvé peu après, sain et sauf, à Auckland. Il fut arrêté pour le meurtre de Chrysel Leakey. À mesure que les fouilles révélaient de nouveaux restes humains et divers objets, une seconde accusation fut ajoutée. Le 10 janvier 1934, William Alfred Bailey fut officiellement inculpé pour le meurtre de Samuel Pender Leakey. Son procès s'ouvrit devant la Cour suprême d'Auckland le 21 mai 1934,
sous la présidence du juge Al Erdman. Bailey, âgé de 27 ans, était poursuivi pour les meurtres volontaires de Samuel et Chryzel Leakey. L'accusation, dirigée par Vincent Meredith, présenta un dossier d'une ampleur inhabituelle. Plus de 3 semaines furent nécessaires pour exposer l'intégralité des preuves au jury. Les experts se succédèrent. Pathologie, balistique, physique, photographie judiciaire. Les fragments d'os, les restes calcinés attribués à Samuel Leakey, les traces de sang, les armes enterrées, les éléments de montre retrouvés sur l'accusé, tout fut présenté avec une minutie extrême. Les observateurs du procès notèrent que la force des preuves matérielles paraissait remarquable. La défense fut assurée par Arma Northcroft, avocat renommé, ancien officier décoré de la Première Guerre mondiale et personnalité respectée du barreau néo-zélandais. Pendant près de 4 jours, il s'attacha à démontrer le caractère circonstanciel du dossier. Il rappela qu'aucun témoin n'avait assisté au crime. Il contesta la portée des preuves matérielles. La défense ne présenta pourtant aucun témoin. Aucune contre-preuve ne fut produite. Au 29e jour du procès, le jury se retira pour délibérer. Moins d'1 heure plus tard, il était de retour. Le président du jury fut interrogé. Le verdict tomba. Coupable. Coupable des 2 chefs d'accusation. Le juge Erdman condamna William Alfred Bailey à la peine de mort. Bailey accueillit la décision sans émotion apparente. Durant tout le procès, il avait proclamé son innocence. Il continua à le faire. L'affaire Bailey suscita un intérêt sans précédent en Nouvelle-Zélande. Les journaux relatèrent quotidiennement les détails de l'enquête et des audiences. L'accusation reposait non sur des aveux ou sur un témoin oculaire, mais sur des os brûlés, des armes enterrées et une montre retrouvée parmi les effets d'un fermier. Cette affaire démontra avec une force rare ce que les nouvelles sciences médico-légales pouvaient accomplir face à un crime soigneusement dissimulé. Des pétitions furent lancées afin d'obtenir une commutation de peine ou un nouveau procès. Toutes échouèrent. Les recours furent examinés puis rejetés. Jusqu'au bout, William Bailey continua de proclamer son innocence. Le 20 juillet 1934, il fut pendu à la prison de Mount Eden, à Auckland. Il avait 28 ans. Selon les témoignages, il conserva son calme jusque sur l'échafaud. Ses dernières paroles furent une nouvelle déclaration d'innocence. Il laissait derrière lui son épouse, Phyllis, et leurs 2 jeunes fils. Phyllis Bailey se remaria par la suite et vécut jusqu'en novembre 1986, année de son décès à l'âge de 79 ans. Chryzel Leakey fut enterré au cimetière de Huntly. Pendant des décennies, sa tombe demeura sans pierre tombale, sans nom. Le destin des restes de Samuel Leakey fut plus singulier encore. Faute de corps complet, les fragments retrouvés furent conservés par la police néo-zélandaise. Durant de nombreuses années, ils servirent à la formation des enquêteurs, illustrant qu'une poursuite pour meurtre demeurait possible, même en l'absence d'un corps intact. Avec l'évolution des méthodes médico-légales, ces restes furent finalement retirés de l'enseignement et transférés au Musée national de Nouvelle-Zélande, Te Papa Tongarewa, à Wellington. En octobre 2015, 82 ans après les meurtres de Ruawaro, les restes de Samuel Leakey furent enfin inhumés aux côtés de ceux de Chryzel, dans le cimetière de Huntly. Une plaque commémorative fut installée sur leur tombe. Aucun descendant connu des victimes n'était présent pour assister à cet hommage. Quant à la mort d'Elsie Walker, la jeune fille de 17 ans retrouvée dans une carrière abandonnée en octobre 1928, elle ne fut jamais élucidée. Aucune accusation ne fut portée. Aucune nouvelle enquête ne fut ouverte. Le dossier demeure officiellement non résolu. Aucun tribunal n'a jamais établi avec certitude qui fut responsable de sa mort. Aujourd'hui, au cimetière de Huntly, Samuel et Chryzel Leakey reposent enfin côte à côte. Voisins d'un homme qui fut autrefois leur ami, réunis dans la même tombe, sous une pierre qui porte désormais leur mémoire. Après plus de 8 décennies d'attente,